a énormément de contenu, donc on va faire très vite. Vous aurez plein d'informations et j'espère que ça vous sera utile à l'issue de cette conférence. N'ayant pas vu de talk qui existait et qui réunissait donc Docker, Kubernetes et Istio, et parce qu'il y a énormément d'outils, nous avons décidé d'en faire un avec des tips et des outils que vous utiliserez au quotidien dans votre équipe. Et pas de panique, en fait, on vous fournira les diapos, en fait, donc après le talk. Alors moi, c'est Aurélie Vache. Je suis développeuse chez Continental et du remontant libre qui n'est plus si libre que ça. Ouais, voilà, ouais. Alors du coup, donc je suis organoconférence. Je promeus dans les femmes dans la tech et j'aime rédiger quelques articles techniques. Et toi, Kevin? Pour ma part, si tu passes mon slide. Pour ma part, donc Kevin, CTO chez StackLab, c'est une boîte de dev qu'on a montée où on fait de l'expertise de pointe pour nos clients. Donc on a des super sujets intéressants. Si ça vous intéresse de bosser avec nous, pour nous, faites signe, il n'y a pas de problème, on pourra en parler. GDE sur la partie Google Cloud, donc je suis fan de la plateforme et à force de travailler dedans, il y a des retours. Et depuis peu, GitLab Heroes, donc il y a un peu de GitLab et un peu de Google. C'est ma faute dans cette presse. On va commencer donc cette présentation Docker Kube Istio donc par la partie Docker. Tout d'abord, si vous faites du Docker, utilisez Docker for Mac ou for Windows. Si vous êtes sur des plateformes, bien sûr, Mac ou Windows, il n'existe pas d'équivalent de for Mac et Windows dans le monde Linux. Vous avez le binaire natif, mais vous n'avez pas tout l'outillage autour. C'est dommage, mais vous avez certains avantages sur Linux. Donc, mais en tout cas, privilégiez cette solution. Et potentiellement, si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, n'hésitez pas, entre guillemets, à installer la version Edge. Elle est pratique, elle vous amène des fonctionnalités pas encore très sèches. D'ailleurs, si vous avez des problèmes, le reset, usez-en, abusez-en, que ce soit avec la version standard ou Edge. Là, ma machine, la semaine dernière, a décidé d'occuper les 8 CPU, et c'était Docker qui consommait tout et qui est parti en vrille après une update. Vous resetez, on repart de zéro, c'est pas plus mal. Et garder à jour cette stack, parce que comme je le dis, il y a des bugs des fois, des trucs qui se lancent, des issues ouvertes depuis des années qui ne sont pas réglés. C'est bon de mettre à jour votre plateforme, ça vous permet d'éviter certains écueils. Et surtout, n'utilisez plus Docker Toolbox. C'est bête, mais des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas trop le monde Docker vont prendre un tuto de 2015 et vont voir ça, vont l'installer. Ça installe VirtualBox, ça installe plein de trucs. C'est du legacy chez Docker. Aujourd'hui, c'est plus la solution à utiliser. Donc évitez-la. Si on vous dit de l'installer quelque part, c'est juste que la doc n'a pas été mise à jour. Occupons-nous maintenant des images Docker et plus particulièrement de leur réduction de poids. Préférez partir d'une image de base et garder votre Docker file simple, parce que ça là, non. C'est trop. On n'en veut pas en fait. Et créer votre propre image de base. Réduire le nombre de layers permet de réduire la taille des images, et plus une image sera petite, et plus il sera rapide de la récupérer depuis le Docker enregistré. Chaque layer occupant de l'espace. Préférez enchaîner vos commandes dans un seul run au lieu de faire un run par commande. Et une autre astuce consiste à utiliser les multi-stage builds
Et le principe est simple, un Dockerfile égale un build. Ici, donc le premier stage est pour l'environnement complet du build, et on part donc là d'une image contenant Maven pour Java 11, mais hors de question donc de mettre Maven dans notre image finale. Donc on va construire notre livrable et on l'envoie dans la deuxième image qui, elle, est beaucoup plus light, en fait. Et on peut aller plus loin et utiliser Jib qui containerise nos applications Java sans Dockerfile ni démon Docker. Il suffit d'appliquer un plugin pour Maven ou bien Gradle, et le système possède plein d'options, et il stocke l'image directement dans un Docker enregistré. Et pour les non-javaïstes, on peut utiliser Canico, qui fait pareil, mais qui n'est pas autant intégré, en fait. Et l'avantage avec Canico, c'est que vous pouvez builder une image Docker sans avoir besoin du démon Docker, et donc très souvent des droits root sur une machine ou sur un environnement de production. Ça, la sécurité aime bien. Autre point pour la construction de vos images, c'est de choisir des images les plus petites, voire qui ne vont contenir que le minimum de choses. Et là, un des exemples, c'est les distroless. Distroless sont des images faites par Google qui ne vont contenir que le runtime dont vous avez besoin. Faites du Python, du Java, du PHP ou autre, vous allez avoir juste ça d'installer. Et c'est bien pour la sécu parce qu'au final, il n'y a même pas de shell à l'intérieur parce que vous n'avez pas besoin d'un shell potentiellement pour exécuter une appli PHP, Java, Python, peu importe. Donc si on regarde, j'ai simplement pris une application, pris les images et je les ai poussées sur le registry de GCP. Et là, on peut comparer le nombre d'anomalies de sécurité sur les deux types d'images. Alors ça remonte un peu, mais si on regarde une image Java 11, il y a beaucoup d'erreurs critiques alors qu'il n'y en avait aucune dans Distroless. Juste parce que dans l'image qui vient d'une Debian, l'OpenJDK est basé sur une Debian, il contenait des binaires, tar, shell ou autres, qui, eux, avaient des failles de sécurité, mais qui en aucun cas étaient utiles pour notre application. Donc ça, vraiment, ça facilite la vie, et ça vous permet de ne pas avoir de problème de sécurité en prod. Et si vous voulez augmenter la sécurité de vos conteneurs, une solution pourrait être de les faire tourner dans un endroit plus confiné, plus sécurisé que le système par défaut. Dans le cas de la virtualisation standard, le kernel host est protégé par une isolation forte et l'application dispose de son propre kernel. Dans le cas d'un conteneur, on partage le même kernel host. De ce fait, on s'expose à des problématiques de sécurité évidentes si le système de containerisation se voit compromis. Avec Gvisor, on a une surcouche entre l'application et le kernel host qui se charge de sécuriser les appels système. Ça a un coût donc en termes de perf, mais ça fait le job. Et cela tourne en production avec la nouvelle plateforme Google App Engine et Cloud Run. Cloud Run. Alors après, Google a une version modifiée pour leurs besoins, mais la technologie qu'ils utilisent, ils l'ont publiée et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec Gvisor. Good.
Quelques petits usages de Docker, parce qu'au final, je l'utilise tous les jours et il y a certaines choses qu'on ne pense pas à faire et qui sont très pratiques. Perso, je travaille très souvent avec des applications, par exemple du Postgre, du MinIO ou une dépendance tiers. Et j'ai pas envie forcément de les builder sur mon poste, simple, ou de les installer, même un Postgre, si je dois avoir les 4 versions de Postgre sur ma machine, c'est un peu galère. Mais n'oubliez pas que vous pouvez très bien lancer avec Docker une simple ligne de commande, docker run-it-rm, donc par exemple là avec le détail, vous allez lancer un Postgre dans la version exacte que vous avez besoin. Et ça, c'est super pratique. Moi, je lance mon Postgre le matin. Je l'utilise toute la journée avec mon build tool standard. À la fin, je fais CTRL-C. Je n'ai plus Postgre d'installer ou de disponible sur ma machine. Donc, très facilement, mon Mac reste propre. J'ai rien installé de plus et j'ai tous les outils qui vont bien pour travailler. Je suis fanatique des tests, j'adore ça, et encore une fois, quand on a besoin de dépendance, comme un Postgre, il y a certaines solutions, Test Container en est une, c'est un wrapper qui va vous permettre de communiquer avec le démon Docker, donc là, au travers d'une API orientée Java JVM, il existe des alternatives dans le monde Node ou dans le monde Go, mais ça va vous permettre d'avoir juste une API, une DSL qui va vous permettre de créer simplement un Postgre à un instant T. Vous pouvez avoir du Postgre, vous pouvez avoir des serveurs web, vous pouvez avoir plein de databases différentes. Ça gère même du Swarm si vous voulez lancer toute une plateforme. C'est super pratique. Par contre, ça a un inconvénient, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un démon Docker disponible là où vous allez faire tourner vos tests. Donc on retombe sur le problème de sécurité. Pas tout le monde veut avoir du Docker qui tourne sur des environnements potentiellement non sécures. Et c'est pour ça que la solution que j'utilise, moi, elle est plus basée sur GitLab, où mon code ne sait pas comment lancer le Postgre. Il n'a pas à le savoir, je vais lui fournir un Postgre. Et cette notion de service, donc là, je vais juste dire service Postgre 2.9.3, ça va aller chercher sur le Docker Hub l'image Postgre 9.3, et ça va la démarrer en tant que sidecar, donc juste en termes réseau, les deux vont pouvoir communiquer entre ma CI qui est ici et le Postgre qui est défini au coup d'avant. Et grâce à ça, donc, je vais pouvoir interroger un Postgre sans que mon code sache lancer ou manipuler le démon Docker. Et je peux même utiliser des images custom pour faire ça. Si j'ai un Postgre avec la database déjà initialisée ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, grâce à ça, il n'y a pas besoin d'avoir les droits root pour l'exécuter et surtout les droits de lancer le démon Docker. Quelques petites choses à faire ou on peut faire dans le contexte Docker. Ne spécifiez pas en dur vos mots de passe et autres données sensibles, s'il vous plaît. Il faut mieux les mettre dans des variables d'environnement runtime et les faire passer par votre chaîne CI/CD. Dive est un outil qui vous permet d'examiner les modifications du file system entre différentes les layers de vos images. C'est plus efficace qu'un simple exec sur vos images. Même si, comme on l'a vu, même les images du Docker Hub peuvent avoir des vulnérabilités, il faut mieux les utiliser parce que justement, il y a une vérification qui est faite pour les nouveaux utilisateurs de Docker et pour éviter que votre code soit envoyé sur un serveur de l'autre côté du monde au démarrage de l'image. Embêtant quand même. Un petit peu. Petit peu. C'était la partie Docker. Maintenant, on va passer sur le gros de la présentation, sur la partie Kubernetes. Déjà, si vous voulez vous lancer dans du Kube... Il y en a plein. Il y en a plein. Oui, vous avez plein de solutions. On en rajoute à chaque fois d'ailleurs. Oui, on nous demande à chaque fois, il y a des nouveaux qui arrivent. Kubernetes à gérer soi-même en termes Ops, c'est galère, c'est compliqué. Donc si vous voulez démarrer, choisissez un des cloud providers qui est là. On a nos préférences, mais ça vous permet de jouer avec à moindre coût et surtout de ne pas vous embêter. Beaucoup des exemples ou des TP qu'on a fait sont basés sur GCP. Avoir quelque chose d'assez simple, de démarrer en 2 clics, c'est vraiment agréable pour faire du cube.
Après, une autre solution, je l'utilise en prod à la maison, c'est K3S. C'est les personnes de chez Rancher qui ont développé en fait un binaire, c'est un binaire unique qu'on lance avec une ligne de commande, donc c'est un tout petit en haut. Ouais. Mais juste avec ça, vous allez démarrer un cluster Kubernetes. C'est très orienté IoT, mais franchement, ça tourne pour à peu près tout ce dont j'ai besoin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré toutes les API pas trop sèches de Kubernetes pour en faire un truc qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus léger. Donc là, vous allez avoir juste avec un binaire, et potentiellement, au milieu, là, et dans les logs, il y a une URL qui vous permet d'enregistrer une autre machine en tant que node Kubernetes. Donc avec K3S, vous pouvez vraiment monter un cluster avec plusieurs machines très facilement. Et en local, si vous le voulez, et surtout dans l'environnement Linux, c'est pratique, il y a Kind, qui est Kubernetes in Docker. Alors c'est un concept un peu bizarre, c'est que ça démarre des conteneurs avec du Docker qui, au final, deviennent un environnement Kubernetes. C'est très pratique en local et pour des tests, d'ailleurs, si vous développez des opérateurs Kubernetes, ça permet de les tester dans un vrai environnement. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, Docker for Mac, for Windows, vous avez Kubernetes intégré. Donc profitez-en. Alors ça vous coûte, si quand vous l'activez, la machine elle prend cher et il le redémarre à chaque fois que vous redémarrez la machine. Donc choisissez aussi si vous avez des performances un peu limitées sur votre poste, mais ça vous permet très facilement d'avoir un Kubernetes qui va marcher sur votre poste de dev. Comme tout logiciel, mettez-le à jour. Et du fait du fonctionnement de Kubernetes, ça va, pour beaucoup des distributions de Kubernetes, utiliser Docker. Quand il y a des failles de sécurité, ça fait mal, parce que ça passe en route sur Lost. Et donc, sécurisez vraiment, mettez à jour cette plateforme. C'est quelque chose d'important. Si vous faites tourner la prod comme d'habitude, vous pouvez y perdre beaucoup. D'ailleurs, alors là, ce n'est pas une faille de sécurité, c'est juste qu'ils avaient laissé, ces Tesla, qui avaient laissé ouvert leur dashboard. Donc en laissant ça ouvert, a priori, beaucoup de gens ont profité pour faire de la crypto-monnaie et miner sur leur serveur. Du Bitcoin. Bitcoin. Donc protégez et sécurisez votre plateforme. C'est compliqué. Et d'ailleurs, une très bonne présentation, un TP qui était ce matin sur la sécurisation de Kubernetes, c'est un sujet à part entière et il faut travailler dessus pour vraiment le faire bien. Donc, toutes les interactions que vous allez faire avec Kube, elles se font au travers de la ligne de commande. Si vous n'aimez pas la ligne de commande, vous pouvez vous assoupir maintenant. On vous réveillera quand on aura passé tous les slides. Là, ça va passer très vite. Ne prenez pas de notes. Encore une fois, il y a les slides après. On va vous donner un max d'informations. Allez, c'est parti. Facilitez-vous la vie et créez-vous vos propres alias. Et par contre, ne faites pas des alias trop compliqués. Utilisez les autocomplétions. Ça va automatiquement vous aider à remplir les noms des pods, des deployments, tout ce dont vous avez besoin. Pensez à mettre à jour donc, la version de Kube Control qui doit au moins suivre celle de votre cluster. Non, c'est bon, je le fais. Ensuite, quand vous avez plein de clusters à gérer, les cloud providers vous fournissent une ligne de commande qui va enrichir un fichier config, mais vous pouvez aussi utiliser une variable d'environnement kubeconfig et mettre le chemin vers tous les fichiers de config. Ça vous évite de devoir merger des fichiers YAML de 200 et quelques lignes à chaque fois. Donc profitez-en, c'est assez simple et pratique. Vous mettez ça dans votre bash RC et ça marche. Kubecontext vous permet de lister, de changer de cluster et de voir dans quel cluster vous êtes actuellement. Donc c'est pratique pour ça. C'est très pratique. Si on est en prod ou en dev, ça aide. Et de la même manière, d'ailleurs par le même développeur, c'est KubeNS qui vous permet de savoir sur quel namespace vous vous trouvez et potentiellement en changer. Très simple, mais très pratique. Kube PS1 qui est compatible Bash et CDSH vous permet d'afficher dans votre prompt les informations du cluster et du namespace. Pratique pour ne pas faire de bêtises, en fait. Encore une fois, oui. Un autre élément à prendre en compte quand vous lancez quelque chose sur un cluster, un kubectl apply, et que la commande vous dit c'est bon, c'est OK. En fait, c'est OK juste
l'ordre de faire le apply sur le serveur, mais pas le déploiement potentiellement que vous avez géré. Grâce à cette commande-là, ou celle qui est dans l'animation, vous allez pouvoir attendre qu'un déploiement soit fait et que votre application ait bien redémarré sur la nouvelle version. Ce qui est beaucoup plus important que simplement dire « c'est bon, j'ai déployé un fichier YAML et maintenant ça passe et en fait l'application est plantée ». Ça m'aurait sauvé pas mal de fois dans ma CI où un déploiement avait fail à cause de ça. KubeSpy vous permet de regarder donc l'état de votre déploiement et on peut le laisser tourner donc en tâche de fond pratique quand c'est la chaîne de CI/CD qui fait les mises en production. Donc ensuite, quand on veut regarder, donc on a KubeSpy, mais si on veut suivre l'état de certaines des ressources sur Kubernetes, il y a la commande kubectl avec le paramètre watch. Le problème, c'est que pas tous les éléments ont un --watch, donc pensez ou privilégiez, moi c'est ce que j'ai tendance à faire, la commande watch suivie, donc qui est disponible sur Mac et Linux, peut-être Windows, suivie de la commande kubectl standard, ce qui vous permet d'avoir un refresh toutes les 2 secondes, assez pratique. Et un autre, donc là on passe au niveau vraiment au-dessus, j'adore cet outil, c'est K9S, qui est en fait un dashboard, mais dans la ligne de commande. Donc on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça vous permet d'avoir l'intégralité des informations du cluster. D'ailleurs, dans les dernières versions, on peut même faire des port forward et des benches de perf directement sur vos pods à l'intérieur du cluster. Il utilise l'API standard, c'est vraiment un must-have pour moi aujourd'hui. Et une commande très utile que l'on met souvent dans un alias et vous permet de supprimer tous les pods qui ne sont pas running. Pratique pour, par exemple, supprimer tous les pods hors felin dans votre cluster. Et donc, vous en faites un alias. Ce qui est bien, c'est que dans Kube, à partir de la version 1.12, vous pouvez très bien créer un binaire, que ce soit en Go, en Shell, avec un script, dans n'importe quel langage. Et si vous le placez dans votre pass et qu'il s'appelle kubectl-toto ou have-fun, par exemple, et bien au final, kubectl va déléguer l'appel directement à ce binaire-là à la place de l'appeler dans kubectl. Donc ça vous permet d'écrire vos propres plugins que vous allez pouvoir utiliser de manière cohérente dans l'environnement kubectl avec juste kube, espace et une sous-commande. Et ça, ce qui est top, c'est de pouvoir les partager et il y a une solution. Grâce à coup, attends. Voilà. C'est un package manager qui permet d'installer des plugins pour kubectl, search, install, upgrade, remove, tout est géré pour vous directement depuis la commande kubectl. Et l'avantage avec Roux, c'est que c'est un projet du monde Kubernetes, donc c'est pas un side project de quelqu'un, c'est suivi par le SIG standard et autres, donc c'est quelque chose de plus ou moins safe Google quand même. aussi. Voilà. Donc maintenant, là, on vous parlait de manipuler kubectl. Ce qui va être bien, c'est aussi de toucher à nos applications. Donc la première chose, quand je lance une appli, c'est regarder les logs, déjà pour savoir si elle crache ou pas, mais surtout pour savoir comment elle va. Il y a la commande hyper basique, kubectl log, et le nom du pod. Si vous avez installé l'autocomplétion, vous tapez le début du nom, tab, vous allez avoir automatiquement le nom du pod qui va se mettre. Vous lancez ça, vous pouvez voir. C'est cool. Mais il y a un outil qui est vraiment mieux, c'est Stern. Stern, il va vous permettre de suivre. Donc déjà, vous n'allez pas mettre le nom du pod précis, mais vous allez mettre potentiellement une regex. Donc vous tapez juste le nom de votre deployment, ça suffit. Et vous allez pouvoir voir en live tous les logs. Et ce qui est cool, c'est qu'il colorise en fonction des pods. Donc vous allez pouvoir suivre la vie de certains pods assez facilement. Il peut même vous rajouter le timestamp ou en tout cas au format date lisible par un humain, et pas un timestamp d'ailleurs, pour que vous puissiez voir et analyser les logs en live. Et ce qui peut être pratique, c'est aussi compris dans Stern avec certains paramètres particuliers. Mais si vous voulez voir des logs d'un pod qui vient de mourir pour assumer ou vérifier la bonne extinction, des fois on veut vérifier qu'un bout de code s'exécute bien à l'extinction d'une appli,
Mais grâce à celui-ci, vous pourrez le constater et aller voir les logs a posteriori du retrait d'un pod dans le système. Et là maintenant, donc, car après les logs, la première chose que l'on souhaite faire, c'est faire des appels sur nos applications, mais comment faire quand elles ne sont pas exposées sur Internet? On peut, par exemple, lancer un conteneur contenant quelques outils pour après faire un curl, par exemple, sur le pod. Et grâce à l'option -rm, quand on sort du pod, ça le supprime automatiquement. Et bien entendu, ça faut le faire en prod, non, que en dev, s'il vous plaît. Après, donc, pour naviguer donc, dans le cluster, on peut monter un tunnel entre votre machine et un pod ou un service, grâce à kubectl port forward. Et du coup, quand vous ferez un curl sur le port, on va dire, 8080, vous accéderez donc au pod, au service. Et petit tips, là donc dans le deuxième exemple, si le port local et le port distant sont les mêmes, pas besoin de le répéter, on n'en met qu'un, et cela fonctionne. Et on a une version évoluée qui est KubeForward, qui permet d'exposer tous les services d'un namespace localement, mais attention, il faut être root pour l'utiliser. Si ça marche, oui. De base, dans un cluster, tout le monde peut parler avec tout le monde, et les network policies sont là pour faire la réglementation et pour éviter quelques petits désagréments de conf qui feraient pointer, par exemple, la production sur l'intégration. Embêtant également. Ta partie préférée? Ma partie préférée. Quand au final, on commence à parler de Kubernetes, on parle beaucoup de YAML. Il y en a plein. C'est l'élément de base et bien sûr, il faut prendre ce sujet de manière importante. Donc, il existe, si vous venez du monde Docker, Docker Swarm, il existe un composant qui s'appelle Compose qui vous permet de convertir du Docker Swarm vers du Kubernetes. Perso, je l'ai utilisé, je le conseille plus dans un mode j'apprends Kubernetes, donc je vais regarder comment le portage se fait. Vous imaginez bien que ça nivelle par le bas les fonctionnalités et que c'est pas plus mal après d'aller voir à l'intérieur et de plus toucher au fichier Compose si le but c'est de déployer sur Kube. Après, j'ai une petite question. Qui utilise Helm dans la salle? Ouais. Pas tant de mains que ça. Quand même, mais pas tant. Désolé, faut arrêter. Je suis un troll, hein, je le sais, mais je vous le dis vraiment, Helm, il y a un gros problème de logique par rapport au fonctionnement de Kubernetes. Kubernetes, c'est quelque chose qui est déclaratif. On lui dit « j'ai besoin de 5 pods ». Vous ne lui dites pas comment le faire, vous ne lui dites pas comment les répartir. Le système doit le faire pour vous. Et donc, écrire des ifs dans un système qui... donc très impératif, dans un système qui est déclaratif, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens non plus au niveau de la ligne de commande, et c'est pour ça que le C-Group de Kubernetes a développé Kustomize, qui est maintenant intégré dans kubectl. Donc si vous utilisez kubectl, vous avez accès à Kustomize, qui est pour moi la bonne solution. Il y a certains problèmes avec, hein, ce n'est pas la solution magique, mais qui en termes de logique est beaucoup plus approprié au monde
Kubernetes et même par rapport à Docker et sur la philosophie Docker. Pour vous montrer un exemple, j'ai pris un YAML extrêmement basique. C'est le cadre standard d'une application avec 2-3 labels. Ça, on va dire que c'est ma base. Et bien, juste avec Customize, je vais pouvoir dire, bon, on parle de ma base, mais par contre, je vais ajouter ce que j'appelle mixin. C'est moi qui ai mis ce mot, c'est pas du tout dans la doc, mais quand on fait du dev, les mixins, c'est quelque chose qu'on peut rajouter par-dessus, c'est juste un état, un comportement, pardon, pas un état, qu'on va rajouter par-dessus. Et bien, on va pouvoir faire comme ce gâteau, rajouter des choses par-dessus. Donc là, vous voyez que ce deployment n'est pas cohérent. Ce n'est pas un fichier YAML Kubernetes compliant, parce qu'il manque des choses. En fait, la seule chose que j'ai laissée, c'est les variables. Donc là, j'ai juste rajouté les réplicas, je les ai mis à 10. Et je vais rajouter un fichier, qui a un namespace à lui, un API version d'ailleurs, et je vais pointer vers ma base, le fichier que vous avez vu tout à l'heure, et je vais rajouter les custom env, le nombre de réplicas et d'autres choses. Et ça, juste en faisant customize build, le chemin vers le dossier, donc mon dossier prod, je vais finir avec un fichier YAML qui va contenir la totalité des éléments. Et en fait, il a pris, comme le gâteau, la première layer de base et il a rajouté les différentes couches par-dessus. Donc on voit que mon nombre de réplicas est passé à 10, que mes variables ont été ajoutées. Donc très facilement et sans avoir du templating avec des accolades, avec des chevrons pour faire des retours à la ligne. Moi, de toute façon, j'en suis malade à chaque fois que j'y touche avec Helm. Donc vous avez quelque chose d'assez simple. Et en plus, comme je vous le disais, c'est intégré dans kubectl. Donc si vous faites kubeapply -k, customize, ça va prendre et ça va dérouler directement tout ça sur votre cluster sans que vous ayez rien besoin d'installer en local. Il y a plein de choses super intéressantes dans Customize. Un que les personnes qui font du Helm utilisent beaucoup, c'est le fait que quand un secret ou un config map change, ça va redémarrer votre appli. Customize va automatiquement mettre dans le nom de ce secret un chat qui va, c'est même pas un chat, c'est un CRC je crois, qu'il rajoute, qui a un hash du fichier et qui va changer à chaque fois que vous changez un bit à l'intérieur du fichier. De ce fait, les éléments redémarrent. Donc c'est super pratique, ça permet d'avoir des éléments qui sont lisibles et c'est intégré encore une fois depuis la 1.14, donc profitez-en. Et là maintenant, on va donc voir quelques bonnes pratiques Kubernetes. Comme on l'a dit dans la partie Docker, on ne met pas en clair du contenu sensible, mais on le met dans des secrets Kubernetes. Les secrets sont encodés en base 64. Ils sont automatiquement décodés quand ils sont attachés et lus par un pod. Alors, cool, on a toutes nos ressources qui tournent dans notre cluster. On est content, mais non, car on constate que plusieurs fois par jour, nos ressources redémarrent. Pourquoi? Car il y a le OOM killer qui tourne sur chaque node et qui regarde si les pods utilisent trop de mémoire ou de CPU. Pour éviter ça, on doit définir les requests et limites mémoire et CPU. Les requests, ça représente le minimum que le pod a besoin pour tourner. Et les limites l'usage maximum. Et un petit tips qu'on a vu dans nos équipes, c'est qu'il faut faire très attention quand on touche aux limites CPU, car ça peut cramer, on va dire, donc les perfs de nos applications. Donc, soyez très vigilants et faites
quelques tests du coup. Et pour la définir, donc on a la commande control top-pods qui permet de connaître la consommation en CPU et mémoire, et elle existe également pour les nodes. Alors, un dernier outil, au final, on vous a présenté plein de choses, et un outil qui va vous permettre en fait de faire tout ça en un coup. Vous développez et vous voulez avoir une expérience de développement assez fluide où vous avez votre code, vous voulez qu'il soit buildé, ça utilise Kustomize, Helm ou des simples fichiers YAML et déployer, builder et déployer sur un cluster. Et ça, on peut le faire grâce à Scaffold, qui va vous lancer juste Scaffold Dev. Il y a un petit fichier YAML à écrire, hein, vous imaginez bien, c'est pas tout magique. Et vous allez avoir tout qui va être automatisé, soit en utilisant votre démon Docker en local, soit Jib, soit même des services externes. Et derrière, vous allez faire save dans votre environnement et ça va automatiquement redéployer. Ce qui est très pratique quand vous travaillez avec du front, du back, une BDD et autres. Tout ça sur votre même machine. Avec Docker for Mac, c'est très pratique aussi. Et à la fin, vous faites CTRL-C, ça retire tous les pods de votre Kubernetes local et vous êtes dans un environnement qui est clean. C'est à partir de maintenant où ceux qui n'aiment pas la ligne de commande peuvent se réveiller. Donc là, on va repasser sur des éléments un peu plus haut niveau. C'est Cloud Code. C'est un élément qui va s'intégrer dans VS Code ou IntelliJ, et même toute la suite de JetBrains, et qui va vous permettre de tous les outils qu'on vous a montrés, qui va essayer de les centraliser dans ces deux interfaces de dev, et va vous permettre de créer des clusters, de les monitorer, suivre les logs et tout, mais tout ça depuis votre environnement favori. C'est pratique. Moi, je préfère la ligne de commande, au moins je switch plus facilement. Et si vous avez besoin d'encore plus d'informations, David Gageot a fait une présentation de 3 heures à Devoxx cette année, à Devoxx France, sur tous les outils qu'ils utilisent chez Google et dont certains éléments qu'on vous a présentés. Allez, donc là, c'était la grosse partie. On va finir avec Istio. Pour décrire Istio, c'est... Ma représentation, c'est un service mesh. Donc, c'est un nouveau buzzword, comme d'habitude. Dans le monde Kubernetes, on croule là-dessous. Le but d'un service mesh, de manière simple, c'est de déplacer la responsabilité réseau qui, si vous vous rappelez, les couches fonctionnaient au niveau 3 des couches applicatives. Ben, ça va le déplacer niveau 7. Alors, ça a un coût en termes de perf, mais ça va surtout vous permettre, avec du YAML, de configurer ce qui va se passer en termes de réseau. Et Istio va prendre le contrôle du réseau dans votre cluster en déployant des sidecars un peu partout dans votre environnement. C'est un sujet assez compliqué, mais qui par contre vous permet de faire des choses très poussées, du blue-green deployment, même des dark launch, et plein de techniques, même de l'authentification, que vous allez déléguer à ce proxy qui va être déployé à l'intérieur du cluster. Si vous voulez faire de l'Istio, il y a 2 méthodes d'install, il y a des YAML standards, il y a du Helm. Franchement, c'est grâce à leurs exemples que je n'aime pas Helm, parce qu'ils sont juste illisibles. Donc bientôt d'ailleurs, ils travaillent sur un opérateur Istio qui permettra potentiellement de retirer cette install Helm. Il y aura juste un YAML à éditer avec plein de paramètres. Moi, c'est ma réaction quand je vois les fichiers Helm et que j'essaie de contribuer dessus. Parce que ils sont très compliqués parce qu'il y a énormément de paramétrage dans Istio. 447. À chaque release, oui. À chaque fois qu'on fait cette presse, on change le slide parce qu'il y a tellement de paramétrage, c'est un truc de fou. Et maintenant, il y a plein de profils. Oh, on exagère. Il y a 4 plus de profils. Il y a 4 profils standards et il y a 2 profils pour du multi-cluster. Mais encore une fois, ça demande pas mal d'implications, en termes Ops surtout, pour choisir la bonne solution et la bonne méthode de déploiement. Istio est compatible avec Docker for Mac si vous voulez Mac et Windows, si vous voulez jouer sur votre poste, et après sur majorité des cloud providers qui fournissent les API à jour de Kubernetes, donc GKE, AKS, EKS, même Kind si vous voulez le faire tourner en local, ça doit bien prendre en perf par contre je pense. Et certains sur GKE, donc Google propose même une version presque managé, c'est plus installé et upgradé pour vous que managé au sens propre. Mais à une case à cocher, vous pouvez avoir même un Istio configuré et installé sur votre cluster en mode strict. Ça, c'est ce que tous mes clients me demandent. C'est un mode où la communication entre les pods est en mutual TLS. On déteste faire ça au niveau de nos applis. Là, c'est le proxy qui va le faire pour vous et qui va vous simplifier la vie. Après, comme tout, ça a un coût. Et kubectl a le kubecontrol, Istio a l'Istio control, donc une ligne de commande, donc pensez à la mettre à jour.
Et elle va embarquer pas mal de fonctionnalités. Une des premières, c'est qu'elle permet de voir l'état du déploiement, de vos déploiements à l'intérieur de votre cluster et voir si chacun des proxys a la totalité de la configuration et la topologie, et s'il connaît la topologie. Donc là, on voit qu'ils sont sync, mais pas à 100% tous. Donc il y a certaines routes qui ne vont pas encore être gérées dans un premier temps. Après, vu qu'il y a des proxys, c'est des applis qu'on déploie à l'intérieur de notre cluster. Si on veut débugger, il va falloir retrousser les manches et aller faire des requêtes un peu compliquées. Donc là, vous voyez, je suis obligé de piper avec GQ. C'est velu, mais ça vous permet en fait de voir la conf du proxy et de savoir si c'est normal ou pas d'avoir un état qui ne fonctionne pas avec des erreurs. On vous en parlera après. La ligne de commande s'améliore et amène certaines facilitations pour aujourd'hui ne plus avoir à gérer tout ça. Moi, j'adore les perfs. J'adore suivre aussi que déployer un proxy ou ce genre de choses, ça ne va pas me gréver mes perfs. Donc, avec cette commande, on peut utiliser Istio-CTL, mais moi, j'en ai fait un alias, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cube Istio, et ça me permet d'avoir des analyses de perfs sur le nombre de requêtes qui passent, parce que ça nous permet de savoir si nos microservices et si le proxy n'impacte pas trop les perfs. Donc, c'est assez pratique. Depuis la 1.1, Istio est en mode toute porte ouverte. C'est en termes de sécurité un peu moche. En fait, avant la 1.1, dès que vous vouliez parler à l'extérieur, il fallait le configurer, le dire dans votre cluster. C'était un bout de YAML, mais c'était pratique parce qu'en termes de sécurité, si votre appli doit dialoguer avec un service extérieur, vous deviez l'expliciter. Là maintenant, si vous déployez une appli qui est peut-être un peu avec un bout de code que vous ne maîtrisez pas, si ça mine du Bitcoin et que ça envoie des trucs à l'extérieur, vous n'allez potentiellement pas vous en rendre compte. Moi, avec GKE et Istio GKE, c'est refermé par défaut. Et c'est assez simple avec du YAML d'ouvrir les cas, mais je préfère gérer les cas et les ouvertures plutôt que de laisser tout aux 80. Et en plus, et c'est là où il y a vraiment une plus-value à rajouter de l'Istio dans ce cas-là, c'est tout l'outillage que vous allez avoir. Donc, majoritairement, ce sont des produits open source qui vont vous permettre en fait de voir, puisque vous avez repris la main sur le réseau, vous allez pouvoir avoir des éléments et des outils qui vont vous donner par exemple les suivis des perfs. Là on voit les requêtes entre nos différents microservices qui passent de l'un à l'autre et ça vous permet de suivre assez facilement les goulots d'étranglement et quel est le service qui ralentit le lot si vous en avez 20 consécutifs. Kiali, un projet Red Hat qui va en fait être un dashboard qui d'ailleurs dans la majorité des cas maintenant devient le dashboard si vous faites du Kubernetes on-prem, qui est un dashboard très évolué qui va vous permettre encore une fois d'avoir le suivi de qui parle avec qui, comment, pourquoi. C'est une alternative au dashboard des cloud providers. Et vous avez vraiment énormément d'infos. Et en plus, il se plug avec Istio pour rajouter des informations et voir les métriques en live de certaines communications. Et le dernier élément, c'est Grafana. Nous, dans les bureaux des Ops, il y a un écran qui est dédié à ça pour avoir les métriques de la prod. Comme ça, quand il y a un truc qui pète, vous le savez de suite. Et vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'outil. Donc tout ça, c'est tout open source, mais ça veut dire que c'est installé à l'intérieur de votre cluster. Donc vous allez devoir le manager et ça gère de l'état. Il y a des datas là-dedans. Donc s'il y a de l'état, ça veut dire qu'il va falloir, lors des mises à jour, faire attention, faire des choses beaucoup plus souples que simplement de l'install. Donc sur les versions managées, encore une fois, ça se plug au système qui existe déjà. Donc sur GCP, c'est avec Stackdriver. Et vous allez pouvoir avoir les équivalents, pas open source forcément, ils sont bindés à GCP, mais qui vont vous permettre d'avoir des métriques, des logs et des dashboards très poussés. Et par contre, à l'intérieur de votre cluster, il y a zéro state, donc c'est redéployé à la demande. Moi, ce que j'adore, c'est dans ce dernier écran, c'est la suite des appels, comme avec Jaeger, mais où vous avez les logs qui sont intégrés au board. Donc, vous pouvez voir quel log a été généré par quelle trace. Et ça, c'est très pratique. Si vous recevez donc des erreurs 404 ou 103, nous allons voir quelles sont les raisons et comment les résoudre. Le premier cas d'erreur est que les manifestes YAML des services n'est pas configuré avec le bon nom de port. Pourquoi? Parce que Istio se base sur les noms des ports
pour savoir de quel protocole il s'agit. Et bonne nouvelle, depuis la 1.3, il y a une fonctionnalité qui est expérimentale et qui serait là pour corriger du coup ce bug ou ce comportement. Deuxième cas, donc vérifier si pilote est en train de tourner. Si c'est bien le cas, peut-être qu'il a trop de travail en fait, qu'il est débordé. Du coup, il faudrait envisager de le scaler. Troisième cas, si ça veut bien. Allez, je te le fais passer. Elle veut pas aujourd'hui, t'as vu. Troisième cas, il faut regarder les logs sur Envoy et Jaeger pour regarder donc où se situe le problème. Hop, c'est bon. Mais par moment, on doit gérer des exceptions. Et c'est le cas avec Kafka, Presto ou bien Nats, qui vivent mal dans un monde istioisé. Copyright, c'est ça? Oui, copyright. Copyright, moi. Voilà. Et donc, car on peut du coup désactiver Istio, donc au niveau du namespace ou bien de l'application. Voilà, donc c'est dans les 45 minutes qui nous étaient données, la majeure partie des éléments que nous utilisons et que nous pensions utiles pour vous, pour travailler dans un monde Docker, Kube, Istio. Donc j'espère que ça vous a été utile et que dès lundi, vous pourrez potentiellement, ou mercredi d'ailleurs, l'habitude de dire lundi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis déjà en week-end, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez les utiliser. On va travailler quand même, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, ça dépend. Donc, merci à vous et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci.